Bienvenue dans Mobility TV, merci de nous suivre. Aujourd'hui, on va parler des batteries des voitures électriques, puisque on dit souvent que en ce moment, on est encore aux prémices, au début, et que dans quelques années ou quelques décennies, on rigolera de ces batteries électriques, de ces voitures actuelles, comme on rigole aujourd'hui du bebop ou du téléphone de Gordon Gekko qui faisait la taille d'une machine à laver. Avec nous, autour de cette table, Patrick Pellata, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous avez été numéro 2 de Renault et vous avez participé à tout ce programme de la voiture électrique chez Renault, et aujourd'hui vous connaissez évidemment parfaitement le sujet et vous enseignez. Aujourd'hui également autour de cette table, Armand Taïeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Tesla Magazine et Elon Musk est toujours votre dieu. Oui. D'accord. Benoît Léménian, bonjour. Vous êtes le PDG de Verkor et vous allez nous rappeler en 2 mots tout à l'heure de quoi il s'agit. Et Nicolas Leclerc est avec nous, bonjour. Responsable innovation batterie moteur électrique chez PSA. Alors justement, Nicolas, où est-ce qu'on en est dans ces batteries? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, toutes marques confondues, on en est encore au bebop ou c'est un bebop un peu plus? Ah non, on n'en est plus au bebop. C'est le Nokia 9210. Même un petit peu plus. Ah, un peu plus. Un peu plus. On a beaucoup progressé et la progression a été très rapide dans les dernières années sur tout un tas de critères. En premier lieu, la densité d'énergie. On est tous. La densité d'énergie. La densité d'énergie, en gros, c'est la quantité d'énergie qu'on est capable d'installer dans la voiture. On est capable de stocker dans une cellule de batterie. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui pilote à l'ordre 1 l'autonomie de la voiture. Et ça, cette densité d'énergie qu'on est capable d'installer dans une cellule et donc dans une voiture, elle a progressé de manière énorme depuis 3, 4, 5 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que cette progression, elle n'est pas terminée. On a encore des progrès que nous annoncent des laboratoires et nos fournisseurs de cellules pour les 3, 4, 5 ans à venir. Donc on sait qu'on en a encore sous le pied. À propos d'annonces, Armand Taïeb, je crois qu'Elon Musk en a fait quelques-unes dans ces dernières heures. Hier, effectivement, donc il a annoncé 3 choses, 3 informations un peu capitales. La première, c'est qu'ils allaient effectivement travailler toujours plus sur le développement. On parle de des Tesla, batteries. Bien sûr. Exact. Et que la performance des batteries allait s'améliorer dans le temps et que les coûts allaient baisser plus rapidement que ce qu'on aurait pu prévoir. Donc c'est une nouvelle qui est relative et positive pour toute l'industrie. C'est une nouvelle attendue. C'est une nouvelle très attendue et la seule chose, c'est que ça va permettre une véritable émergence et une nouvelle confiance dans cette batterie où au final on annonce plus 16% d'autonomie maximale, une capacité qui est 5 fois supérieure et une efficacité en énergie qui est 3 fois supérieure. Donc sur un modèle de Tesla d'aujourd'hui, ça voudrait dire quoi le plus? Faites-moi le calcul. Donc aujourd'hui une Tesla c'est combien, le max de chez Max? C'est 450 km réels, mais vraiment réels sur une Tesla Model S. Et donc ce serait basiquement du 512 et ce serait beaucoup moins cher que ce que c'est aujourd'hui. Surtout ça le principal. Beaucoup moins cher. Votre Tesla qui fait 450 km, elle est quoi, à 100 000 euros? Un peu moins. Elle a 80 000 euros avec des options. 80 000 euros. Et là on divise le prix par 2 ou pas encore? Non, mais en tout cas la grosse annonce en termes de prix, c'est une Tesla qui n'est pas une Tesla actuelle, mais une Tesla qui serait à moins de 25 000 $. Donc en France, il faut rajouter 20%. Mais en gros, voilà, c'est une Tesla qui sera beaucoup moins chère que toujours avec les voitures américaines. Il faut mieux les acheter aux États-Unis, elles coûtent beaucoup moins cher. C'est ça. On peut croire Elon Musk, Patrick Pellata? Ce qu'il annonce, c'est une tendance de toute l'industrie. Le progrès que Nicolas a annoncé, c'est, moi si je cale 2012-2020, c'est divisé par 2 sur la densité volumique, sur la densité massique, c'est-à-dire le poids des batteries, sur le coût, sur la vitesse de charge. Donc aussi. Une Zoé n'est plus une Zoé, c'est-à-dire on est bien d'accord. Une Zoé, elle a démarré à 24 kWh et elle est à 51 kWh dans le même volume. Et elle est plus légère, un petit peu plus lourd, mais 24 à 51, ça fait plus de 2 fois l'énergie et donc l'autonomie. Et c'est pareil sur le temps de charge aussi. Le temps de charge, on est en train de commencer à avoir moins de 20 minutes en fait de temps de charge à la cellule, ce qui veut dire qu'on peut charger avec un chargeur assez puissant, on peut charger une voiture
en 20 minutes. Et lui donner... Mais pas pour avoir 100% de capacité, pour avoir... Pour 80%. Presque, 0 à 80 en 20 minutes. Et ça c'est un changement important quand même pour les clients, parce que ça change sans tout. endommager la batterie. Parce qu'on dit souvent que quand on recharge trop souvent, beaucoup et trop vite, Non, parce que d'abord les batteries sont refroidies maintenant, c'est systématique, et justement comme elles sont refroidies, on sait recharger. Ce qu'on fait pas, et là il faudrait pas faire, c'est avec les mêmes puissances, etc., essayer de faire de 80 à 100. C'est ça qui est pas bon pour les batteries. Mais de 0 à 80, ça marche, et c'est un cahier des charges des constructeurs maintenant. Je veux dire C'est notre deuxième combat après le combat de l'autonomie. Plus on met d'autonomie, plus il faut qu'on offre des vitesses de charge élevées, donc des temps de charge courts au client. Le client, il n'a pas envie d'attendre des heures à côté de sa voiture à ce qu'elle charge. Oui, mais même si une question que je pose à vous tous, on nous a expliqué que l'utilisation d'une voiture électrique, ça n'était pas l'utilisation d'une voiture thermique. La publicité pour la Zoé, c'est un type qui bouffe son sandwich alors que la voiture est en train de se recharger, parce que on est plus zen, on est plus relax, on n'est plus dans le ah là là, mes 500 km, il faut que je les fasse vite, que j'arrive à temps. C'est-à-dire que on nous a d'un côté on nous dit vous allez pouvoir recharger très très vite, et d'un autre côté on dit il faut rouler zen et vous avez le temps pour vous relaxer pendant la recharge de votre voiture. On boit son café, on mange son sandwich, c'est bon. C'est bien résumé. Le dernier paramètre qui a été divisé par deux, et il est important, c'est les coûts en fait sur cette période là, et ça continue, ça s'accélère. Il n'a pas donné de référence, Elon Musk, donc c'est difficile de savoir à partir de quand il a calé. Il en donnerait, ça serait étonnant. À partir de quand il a calé, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que ça va aller un peu plus vite avec ce qu'il a annoncé, mais de toute façon, ça va vite, quoi. Ouais. Et divisé par deux sur 8 ans, et ça s'accélère. Enfin, c'est ce que Nicolas disait aussi. On est plutôt en train de s'accélérer. Et la vraie raison pour ça, c'est qu'il y a une compétition incroyable en ce moment. Vous avez 4 gros joueurs, un japonais, un coréen, 2 chinois. Vous avez 2 joueurs moyens, un sino-japonais. On peut les citer oui, on peut les citer. Donc les 2 chinois, c'est CATL et BYD. Le japonais, c'est Panasonic. Le coréen, c'est LG. C'est 2 joueurs moyens qui sont SK, un autre coréen, et un sino-japonais qui est Envision AESC. Et puis ensuite, vous avez des startups qui sont créées un petit peu partout, dont Verkor, dont British Volt, Northvolt, qui est plus tout à fait une start-up parce que ils sont partis maintenant, donc c'est un autre joueur. Puis vous avez 3 joueurs européens qui sont en train de se constituer, donc Northvolt, PSA avec Saft, qui ont créé juste maintenant là, et financé lourdement par l'Europe. Et puis côté allemand, BASF avec un consortium autour d'eux, donc il va y avoir 3 gros joueurs européens. Ça va être dur parce que la compétition est féroce, mais donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez avoir 9 joueurs forts en Europe. Et pourquoi en Europe? C'est parce qu'en fait le marché du véhicule électrique en Europe, il est en décollage vertical en ce moment, grâce aux réglementations européennes qui ont donné une visibilité à l'industrie, ce qui fait que maintenant l'industrie, les constructeurs et les constructeurs de batteries investissent en R&D. Et ne rechignent plus d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, ils prenaient ça comme un pistolet sur la tempe, et puis maintenant, finalement, ça se passe. Et puis, pour avoir dernièrement essayé un Porsche Taycan, qui est certes une voiture de très très... Non mais vous rigolez. Mais vous savez, c'est comme Tesla, ça met le trend. C'est-à-dire qu'on suit toujours un trend, et puis après on fait des petits, et il pourrait y avoir au sein même du groupe Volkswagen justement des voitures les trois, on est une... En France on a fait x4 quand même, on était à 2,5%, on est sur les mois de juillet août on est à 10%, sur l'année on va probablement terminer au-dessus de 10% de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Alors dans cette bataille de la production de batteries, quand on vient du Verkor... Alors on a créé les Verkor en réponse à cette dynamique que vous évoquez. Il y a 2 choses qui ont été dites aussi hier qui je pense n'ont pas été rappelées ici, qui sont très importantes. La première, c'est que Tesla a montré une segmentation du marché, a montré une vraie segmentation dans leur vision, avec des chimies différentes, avec des batteries qui ne répondent pas aux mêmes objectifs. Et ce qui est en train d'arriver, on le voit au niveau des constructeurs, particulièrement au niveau des constructeurs européens et asiatiques, c'est vraiment une segmentation par usage. Parce que ce que vous avez dit, ce que chacun réfléchit quand on prend une voiture électrique, c'est j'ai besoin d'être rechargé en 20 minutes, sinon je suis malheureux. Mais en pratique, l'usage et la manière d'utiliser cette voiture-là, il est radicalement différent. Et donc, une fois par an,
2 fois par an, 3 fois par an, le 20 minutes, mais d'autres fois, on n'a pas du tout besoin de ça. Pour 80% des déplacements du quotidien, une voiture qui se charge dans la nuit, elle répond parfaitement aux besoins. Et il y a des solutions technologiques qui arrivent. C'est mieux un repas en famille qu'un sandwich en 20 minutes, c'est ce que je disais. Et l'autre point très important, je crois, c'est un seul chiffre qui a été évoqué par Elon Musk hier. Il a dit, on est à 150 gigawattheures de production aujourd'hui. Nous, Tesla, on va être à 3000 gigawattheures en 2030. Il n'arrivera pas, mais c'est une multiplication par 20. Ouais. Juste à son niveau pour transformer complètement la mobilité. Et ce que vous dites là est intéressant aussi, c'est qu'on est juste au début de l'arrivée des nouveaux modèles de véhicules électriques. Ils ne sont pas encore là en fait sur le marché, ils ne sont pas disponibles. Et donc on va vivre l'année prochaine, l'année d'après, une explosion de la demande. Et cette demande-là, même s'il y a des grands acteurs, ils ont eux-mêmes d'énormes difficultés pour suivre les cadences imposées par les constructeurs. Donc il y a besoin aussi de pouvoir alimenter. Et l'autre raison de la création de ce projet Verkor, c'est de pouvoir aussi alimenter ça sur une chaîne de valeur qui soit le plus européenne possible. Parce qu'on ne le dit pas trop, mais la voiture, c'est 30-40% du prix, c'est la batterie. Et plus on... C'est moins que ça. C'est moins que ça sur tous les cellules, mais non. Donc tous les consultants disent ça, mais c'est pas vrai. En fait, d'abord, les cellules, c'est qu'une petite partie. Avant ça, il y a les minerais. 30 et 40. 40, ça dépend comment tu comptes. Je compte. 30 et 40 à ma droite. Non, il y a une manière très simple de compter. Il y a une manière très simple de compter. Puisque une Zoé, elle est vendue sans batterie ou avec batterie. Donc, vous faites la différence. Vous avez un prix de vente. Derrière, il y a un coût. Et ça vous amène à peu près à 25%. Dans les 25%, il y a toute la partie qui est pack. Battery Management System qui peut être fait en Europe dans tous les cas, qui est à peu près fait en Europe d'ailleurs aujourd'hui dans tous les cas. Et après vous avez la partie qui est le cœur du métier, c'est la cellule et le module quoi. Ça c'est le cœur du métier. Et avant, à l'amont de ça, vous avez les productions de nickel et le cobalt sur lesquelles la France avec Nouméa se défend pas trop mal, qui de toute façon est en dehors de, je veux dire, la production de nickel en Europe c'est ce sera jamais très fort. Le projet Verkor, il est aussi soutenu par justement l'initiative de l'Alliance européenne des batteries dans la logique de densifier la chaîne de valeur. Parce que ce que vous dites est vrai, mais si on regarde bien toute la chaîne de valeur, on est encore aujourd'hui en Europe assez fortement dépendant, soit sur les matériaux de base, soit sur ces matériaux qu'il faut un petit peu cuisiner. C'est comme de l'étalement d'une pâte sur des films métalliques, hein, c'est de la cuisine. Et il y a besoin aussi de pouvoir densifier cette chaîne de valeur-là pour tirer la valeur dans la durée, tirer les emplois et les localiser. C'est exactement ce que vous faites avec cette initiative ACC. Il y a besoin d'autres projets de ce type-là et de continuer à densifier cette chaîne de valeur pour ne pas être exclusivement dans une forme de dépendance qui basculerait quelque part du pétrole à l'Asie sur les batteries. Et c'est aussi le sens de ces initiatives-là et de ce que, d'une certaine manière et différemment, Elon Musk pousse avec Tesla en disant je vais essayer aussi de m'approvisionner localement sur les matériaux de base. Donc on s'inscrit dans cette chaîne-là. Sur ces matériaux de base, est-ce qu'on va assister à une évolution pour qu'à un moment donné on puisse s'en passer? Je pose cette question qui est pas tout à fait anodine parce que on parle beaucoup des métaux rares, de leur dangerosité. Il y a eu des ouvrages qui ont été écrits là-dessus. Et puis alors dernièrement, et ça a beaucoup amusé et interrogé certains observateurs, la Chine va se lancer dans la conquête spatiale aussi parce qu'elle va essayer de trouver des métaux rares dans les étoiles, mais dans les astéroïdes. Ah, excusez-moi, mais un, il n'y a pas de rentabilité là-dedans, et deux, on est quand même très très haut perché si j'ose dire. Là, je pense que c'est des considérations géopolitiques, mais dans les batteries, qu'est-ce qu'on a comme matériaux? On a du lithium, on a du manganèse, on a un petit peu de cobalt, et un jour, on n'en aura plus. Du cobalt, un jour, on n'en aura plus. Du lithium, du manganèse, il est probable qu'on continue à en utiliser. Il y a quelque chose de très important, c'est qu'on a besoin de continuer à générer un stock de matériaux. Ce stock-là, il n'est pas usé. Une fois qu'il a pris une première vie dans les batteries, on va pouvoir le recycler, le réutiliser. On est en plein dans les considérations d'économie circulaire. Ça, c'est très important parce que... Ça marche déjà aujourd'hui. Oui, ça marche aujourd'hui. Mais heureusement. Pas encore. Non, ça marche. Non, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Pas encore pour le lithium. Et c'est bien de le dire parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on jette et que... Alors, il y a deux choses qu'il faut dire parce que dans les médias, on entend ça sans arrêt. D'abord, il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Il peut y en avoir dans quelques moteurs. Ça dépend des moteurs. Et donc, les métaux, comme vous venez de dire, c'est du nickel. Du nickel, il y en a à foison. C'est compliqué à extraire et c'est assez énergivore. D'ailleurs, j'ai vu que Tesla a passé, franchement bravo, un contrat avec les Canadiens sur l'extraction du nickel avec de l'électricité. C'est-à-dire, ils vont parce que le nickel, il faut enlever 98% du minerai pour avoir 2% de nickel à la fin. C'est comme un artichaut, en fait. C'est assez énergivore, ouais. C'est une grande partie de l'empreinte carbone des batteries. Et donc, le contrat là, passé par Tesla avec les Canadiens, une énergie propre derrière, c'est très bien. Ça va baisser encore l'empreinte des CO2 des batteries. Du cobalt,
ça diminue. Hein. On a divisé en proportion. Je pense que on est à peu près à moins 50% aussi maintenant par rapport au premier. Et puis ensuite, le manganèse, il y en a. Le lithium, il y en a. C'est simplement long à mettre. L'exploitation est longue à mettre en œuvre. En gros, 2 ans. Donc il peut y avoir des décalages momentanés. D'ailleurs, en ce moment, c'est un décalage inverse. Hein, c'est-à-dire, ils ont trop investi, ce qui fait que le prix du lithium a dégringolé. Donc il n'y a pas de rareté dans les batteries telles qu'elles sont fabriquées aujourd'hui. Et le recyclage, il n'est pas économique sur le lithium, mais il le sera. L'autre élément sur le recyclage, c'est quand on démarre ces usines-là, et c'est vrai sur toutes les usines, au début, comme c'est un métier qui est difficile de produire des batteries, c'est un métier qui s'apparente à de l'imprimerie, de l'impression à haute vitesse, c'est un métier qui est encore émergent au niveau mondial. Il y a des grands acteurs, mais comme on l'a dit là, on n'est qu'au début de la courbe de croissance des volumes, et en 2030, en 2035, en 2040, on sera dans une industrie qui aura franchi des étapes très importantes, et c'était d'ailleurs intéressant de voir hier à quel point Tesla se concentre sur le manufacturing. Et si j'évoque ce point-là, c'est bien pour que les gens comprennent aussi que cette industrie, elle fait des progrès à la fois sur son efficacité, mais il y a encore des pertes dans la production. Ces pertes-là, aujourd'hui, on les recycle, et progressivement, elles permettent aussi d'avoir un matériau en entrée qui avait finalement fait déjà un premier cycle très court et qui complétera ensuite les batteries recyclées. Est-ce que cette industrie-là est créatrice d'emplois aussi à l'avenir ? Et si oui, à combien est-ce qu'on peut quantifier ça ? projet HCC en constitution. En fait, l'usine de batterie, c'est pas forcément là où on aura le plus de création d'emplois. C'est dans la partie ingénierie de construction du produit, de la cellule, et ingénierie de la construction de l'usine. Ce sont des emplois extrêmement hautement qualifiés. C'est des emplois qualifiés. Et pour rebondir sur ce que disait Patrick, construire un pack batterie, donc assembler les cellules, construire le management de la thermique de ces cellules, la safety, assurer la performance, le bon vieillissement, ça, c'est des emplois qualifiés qu'on a aujourd'hui et qu'il va falloir aussi développer. Et donc là-dessus, vous faites évidemment un effort, en tout cas vous poussez pour... Voilà, c'est bien le sens de ce projet, on vient compléter ce qui est déjà lancé, on en complété ACC sur vraiment les technologies d'aujourd'hui optimisées, parce qu'il y a beaucoup à faire pour le faire de manière efficace, et surtout en localisant le plus proche possible la chaîne de valeur. C'est un peu cher à transporter une batterie quand même, et vous avez évoqué, Patrick, l'enjeu de l'empreinte carbone. On voit bien que ça devient un enjeu important, et y compris au niveau européen, la manière dont on va pouvoir baisser, maintenant qu'on a baissé les émissions des véhicules en utilisation, comment on baisse les émissions à la construction. Et là, la France, elle a quand même un rôle important à jouer avec une vraie capacité sur toute la chaîne de valeur à trouver des solutions qui soient faiblement émettrices. Ça, c'est un vœu pieux ou on y travaille vraiment? Vous avez déjà pieux parce que la Commission européenne débat actuellement d'une directive batterie. Parce qu'on a l'impression, pardonnez-moi de vous couper, mais on a l'impression que vous dites on verra ça après. Et là, vous avez quand même tous les pourfendeurs, notamment du diesel, qui disent en attendant, le diesel, ça reste moins polluant parce qu'il y a effectivement tout ce côté. Vous voyez ? Alors aujourd'hui, si on compare un véhicule diesel à un véhicule à batterie, où que ce soit dans le monde, c'est mieux de passer sur un véhicule à batterie. Et en France, on a une division par 5 à 10, donc c'est quand même beaucoup, incluant bien sûr la batterie, incluant la fabrication de la batterie. Donc c'est mieux, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, de rouler en voiture électrique. C'est beaucoup mieux en France. Il y a d'autres pays où ça se discute un peu, mais en France, il n'y a pas de débat là-dessus. Il ne faut pas avoir de voiture électrique en ce moment, parce que leur électricité est trop carbonée, ça ne sert à rien. Mais à peu près partout ailleurs, c'est efficace. On peut donner un chiffre. C'est une Zoé, je reviens à une voiture que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est à peu près la fabrication de la batterie, c'est à peu près autour de 4 tonnes de CO2. Elle va en économiser sur 150 000 km, elle va en économiser en gros une quinzaine de tonnes, entre 12 et 15 tonnes de CO2, donc le bilan net il est énorme, et ça à la fin vous avez une batterie qui a encore 80-90% de capacité d'utilisation, donc il y aura une deuxième vie en stationnaire ou dans une deuxième voiture, et ça dans les calculs on le compte jamais, mais évidemment elle va à nouveau elle va économiser à nouveau du CO2, donc c'est clair que c'est la voie pour les transports, c'est la voie royale pour ramener les transports en 2050, ce qui est l'objectif de l'Europe et du GIEC à zéro, quoi. Pour conclure, Benoît Leménian, juste pour des questions de façade, quand on est PDG de Verkor et qu'on a en face Panasonic, on n'a pas peur? On se dit qu'après tout, David a gagné contre Goliath Alors, non, je crois pas, mais on voit qu'il y a des exemples, et l'exemple de Panasonic est un bon exemple, où Panasonic a fait un long chemin avec Tesla, et maintenant Tesla continue avec d'autres. On voit l'exemple de Northvolt. L'intérêt dans cette industrie-là, c'est aussi de pouvoir
proposer des solutions qui permettent de densifier l'écosystème, c'est très important, et de le faire, le cas échéant, en partenariat avec des acteurs existants. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir vite ces capacités, parce que ça accélère maintenant, ça va accélérer en 2023, 2024, 2025, et tout ce qu'on n'aura pas installé comme capacité industrielle, bah, ça sera des choses qui viendront probablement d'ailleurs. Et là, c'est un petit peu dommage de nous pousser aussi fort pour les véhicules électriques et pas de s'en saisir sur le plan industriel. Alors c'est ce que vous avez commencé à faire, et on voit bien qu'en France, il y a de la place. C'est pas fini. Non, hein, juste on y va, pour là. donner quelques chiffres, hein, le marché il va augmenter, comme dit Patrick. On parle de besoins en centaines de gigawattheures en Europe. C'est pas 10 gigawattheures. Une gigafactory, c'est à peu près 30 gigawattheures. Les besoins d'ici 2030, c'est 200, 400, 800, dans ces ordres de... C'est au moins 400. Alors après, tout dépend comment c'est compté et qui fait l'évaluation. Mais c'est des centaines. Non, c'est des centaines de gigawattheures. Voilà, c'est ça. Mais moi, je souhaite à tout le monde de rouler en Taycan. Une fois au moins. Merci beaucoup à tous. Vous en savez plus maintenant sur les batteries du futur.